Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Ma Découverte. Moi, c'est Élise Madé et mon but à travers ces podcasts, c'est de vous faire le plus de découvertes possible. Je m'avance un petit peu, mais je pense que vous ne serez pas déçus aujourd'hui parce que j'ai eu la chance de rencontrer Scott Mitchell, qui est dans le domaine de l'animation et des jeux vidéo depuis plus d'une vingtaine d'années. Dès que je l'ai vu, j'ai tout de suite constaté à quel point cet homme-là, c'est un artiste et aussi que c'est quelqu'un de très sympathique. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Mais c'est pas un hasard si je l'ai rencontré aujourd'hui. C'est que c'est lui, le conférencier, qui a été choisi par Creative Mornings de Montréal pour parler du thème du mois, qui est le surréel. Quel est le lien entre Scott Mitchell et le surréel? En fait, c'est pas compliqué, c'est que Scott, dans le cadre de son travail dans la création de jeux vidéo, il va créer des univers qui vont au-delà du réel et qui vont peut-être aussi avoir des impacts sur le réel. C'est ce qu'on va discuter dans les prochaines minutes. Alors voici ma découverte du jour, Scott Mitchell. Bonjour Scott. Bonjour. Pour commencer, pour apprendre un petit peu plus à te connaître, savoir t'es qui, tu viens d'où, j'avais une première question qui faisait un peu entretien d'embauche. Ça serait quoi, selon toi, les 3 caractéristiques qui te définissent le mieux? Quelqu'un vraiment ouvert. OK. Je suis quelqu'un de très loyal et créatif aussi. Donc ça, c'est à peu près les 3. Surtout la créativité. C'est quelque chose qui est dans tout ce que je fais. Vraiment. Oui. Ben, t'as un métier super créatif. T'es animateur de jeux vidéo, c'est comme ça qu'on le dit? Présentement, je suis un directeur artistique en animation. Mais à la base, oui, je suis un animateur qui travaille dans le domaine de 3D, jeux vidéo spécifiquement. Mais j'ai commencé ma carrière en animation traditionnelle, donc je faisais le dessin avant. Animation traditionnelle, c'est-tu vraiment image par image, faire des dessins? Oui, c'est ça. Okay. C'est ça. Puis tu peux imaginer la quantité de dessins que ça va prendre pour produire quelque chose. J'ai travaillé principalement sur les émissions de télé qu'on regardait des samedis matins, mettons, ou des pubs, beaucoup de pubs de Cheerios, Frosted Flakes, des choses comme ça. Dans tes qualités, y aurait-tu patience aussi? Parce que pour faire ça, quand même, ça doit être tellement long, ça doit demander tellement de minutie. Surtout un focus. Il faut vraiment être capable d'être focus sur ce que tu fais parce que trop de distractions, ça prend vraiment beaucoup longtemps. Mais passion aussi, parce que de faire autant de dessins pour créer quelque chose qui bouge, là, mettons en 30 secondes, il y a facilement 200 frames qui passent, là, le dessin. Donc, oui, passion, c'est super important. Il faut vraiment que tu aimes ce que tu fais. Ça devient vivant par après, tu sais, donc c'est ça qui t'as un résultat concret. Exact. Quand ça devient vivant, tu sais, tout l'effort, tous les mini détails que tu mets dans les dessins, puis ça apparaît après, là, c'est vraiment du bonbon, là. Et là, qu'est-ce qui t'occupe en ce moment? Tu travailles où? T'es sur quoi? Quel projet, là, t'occupe le plus? Présentement, je travaille chez Reflector Entertainment, que c'est une compagnie en fait de transmédia. Donc nous on fait pas seulement des jeux vidéo, on fait des films, des podcasts aussi, on fait des bandes dessinées, on fait les séries de télé, des jeux mobiles, plein de projets différents. Moi je m'en occupe le côté animation, surtout sur les projets de jeux. Puis je m'en occupe de la direction, donc la vision, animation, tel personnage va bouger comment il va attaquer quelqu'un, ou comment il va se descendre une échelle, ou comment il va sauter, etc. Et j'ai une équipe de 2 animateurs présentement que je travaille avec, que je les guide. C'est-tu beaucoup, ça, une équipe de 2? Ça doit être assez petit, ouais. C'est très petit. Vu que notre compagnie vient de commencer il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, puis le jeu est même pas encore en production, on est en conception. Le budget est très restreint en fait. Donc oui, je bâtis mon équipe tranquillement. Donc ça veut dire que moi-même aussi j'anime en même temps que les animateurs, mais c'est ça que j'aime là, c'est fun, ça me garde au courant. Et
en termes d'animation, tu parlais de personnages, donc vous vous occupez principalement de comment les personnages bougent, c'est ça? C'est ça. On a plusieurs départements pour faire un jeu. Tu sais, oui, t'as la programmation, mais t'as aussi ce qu'on appelle des modeleurs. Les modeleurs vont en fait créer les personnages. C'est comme un statut, dans le fond. Puis par après, nous autres, on ajoute un squelette, comme un être humain. Puis nous, on anime le squelette, puis la peau du personnage, ça suit par après. Donc, c'est vraiment intéressant parce que c'est pas du tout la même chose que le dessin. Tu sais, c'est presque les mêmes résultats, mais c'est pas exactement le même niveau de travail. Il y a vraiment un côté technique qu'il fallait que j'apprenne quand j'ai fait le switch. Là. Pourquoi? Parce qu'il y a une technologie supplémentaire, finalement? Il y a toujours du monde plus côté technique qui sont là pour t'aider. Surtout les programmeurs, ça égale la moitié de l'équipe, là, qui sont autant créatifs que techniques. Mais ça prend vraiment un soutien côté programmation pour faire fonctionner un jeu. Ça, c'est sûr et certain. Parce que côté art, nous autres, on est vraiment concentré plus sur le visuel. On a toujours le concept du jeu, chacun des features dans le jeu, il faut qu'on respecte ce que les concepteurs veulent. Mais, tu sais, on travaille super proche avec des programmeurs parce que moi, oui, j'ai fait du code dans le temps, là, mais là, c'est tellement trop haut niveau que ça prend une spécialiste pour nous aider. Ouais. Et ça peut prendre combien de temps? Là, tu disais que tu travaillais sur un projet en conception. Avant que ça aille en production, on parle de semaines, de mois? Ça dépend le type de jeu, mais là, principalement, il y a des jeux AAA, ce qu'on considère à peu près le même niveau qu'un film d'Hollywood, dans le fond. Donc, on parle des gros jeux gros jeux que la plupart des gens connaissent. Ouais, Far Cry, Assassin's Creed, Dishonored, Mass Effect, Dragon Age, des jeux comme ça. Ça, c'est considéré des jeux AAA. Des Uncharted, The Last of Us, des jeux comme ça. Ils sont plus complexes niveau technologie aussi? Oui, très, très, très complexes. Puis là, on se parle des équipes de gens... plus que 3000 personnes comme mondialement. Là, c'est pas juste un studio ici à Montréal, mettons, qui va faire Assassin's Creed. Là. Il y a le soutien dans un autre studio, soit en France, à Québec, à Barcelone, partout. Ubisoft, ils ont des studios partout dans le monde. Ils sont pas les seuls comme ça non plus. Electronic Arts, c'est la même chose. Ils ont des studios de soutien partout dans le monde qui participent parce que il y a tellement de contenu dans le jeu, environ 40 heures ça prend pour finir un jeu, compléter un jeu à cette heure. Qu'est-ce que tu veux dire 40 heures pour compléter? Ben mettons si tu joues le jeu puis tu veux jouer en tant que joueur, c'est ça. En fait, même, hein? Oui, c'est quand même beaucoup d'heures. Il y en a certaines c'est beaucoup plus que ça, des centaines d'heures à jouer pour vraiment compléter tout le contenu, mais pour le côté développement, c'est pas 40 heures que ça prend, en fait. Ça peut prendre... Ben non, c'est ça, ça doit être... 3 ans. Fois 1000. 3 ans, 4 ans, des fois. Ah ouais. Des fois, des projets, mettons Rainbow Six Siege, que c'est un gros succès, maintenant, ça a pris 8 ans pour sortir le jeu, en fait. Mais comment faire pour que... Parce que la technologie évolue tellement rapidement. Si tu travailles 8 ans sur un jeu, comment tu fais pour pas être en retard de 8 ans... Quand il sort? C'est très difficile. Ouais. Oui, c'est très difficile. Faut tout le temps que tu évolues, dans le fond, au fur et à mesure que tu fais le jeu. Tout à fait. Faut vraiment itérer beaucoup. Puis là, à ce heure, on a plus la tendance de mettre du data dans les jeux, des assets, des animations, des modèles. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui sont pas finis. Tu sais, c'est vraiment comme genre... work in progress. OK. Tu commences avec une base. Exactement, c'est ça. Pas beaucoup de détails. C'est pour aider la fonctionnalité. Puis là, on travaille beaucoup plus sur la fonctionnalité avant de mettre plus un niveau de polish sur quelque chose. Ouais. T'attends à la dernière minute pour que justement ça soit moderne en quelque sorte. Des fois, il y a un nouveau type de gameplay, on dit... j'ai plein de termes de développement de jeux vidéo en anglais, excuse. Mais des fois, tu sais, il y a un jeu qui sort, il y a un concept dedans qui est juste comme trop bon, puis il faut qu'on ajoute, là, tu sais. Il faut absolument qu'on ajoute quelque chose de similaire parce que ça fit avec notre projet, tu sais. Puis des fois, on s'adapte vraiment à la dernière minute, mais c'est quand même très rare. Très rare. On a des équipes de production qui gèrent vraiment toutes les dates de livraison, puis...
il y a combien de personnes, combien d'argent qu'on a, les budgets, tout ça. Là. Donc, c'est rare à la fin qu'on fait des gros changements. Ça arrive, des fois, parce qu'on essaie de limiter beaucoup le temps supplémentaire, parce que les gens qui sont super passionnés vont donner comme tout le temps qu'ils peuvent, mais ça brûle les gens. Donc là, à cette heure, on fait plus attention pendant le développement. Ouais. Est-ce que tu étais prédestiné à aller dans ce milieu-là? T'as-tu toujours été artiste ou est-ce que tu as toujours joué à des jeux vidéo? J'étais toujours artiste. Mes parents voulaient pas que je devienne artiste, en fait, professionnel. Je n'étais pas supporté en école secondaire par rapport à cette rêve-là. C'est vraiment mes profs... Il y avait peur que tu réussisses pas? C'est ça, c'est exactement ça. Tu sais, pour eux autres, devenir un artiste professionnel, c'est quelqu'un qui vendait les toiles au coin de la rue, là, tu sais. Mais les profs, ils ont fait beaucoup de recherches, puis ils ont présenté plein de choses à mes parents, tu sais, comme c'est quoi le salaire annuel, puis tu sais, non, ça va être correct, là, c'est pas juste des contrats, tu sais, c'est des postes temps plein, puis avec des bénéfices, puis ça va aller, tu sais, puis c'est quoi les possibilités, dans le fond. Ils étaient pas encore sûrs, mais ils m'ont laissé essayer. Non, ça les a pas convaincus. Non, ben, plus qu'avant. Tu sais, mon père, c'est quelqu'un qui était dans une famille qui était très pauvre. Mais tu viens, c'est ça, du Nouveau-Brunswick? Ouais, ma famille vient de Nouveau-Brunswick. Moi, j'étais né là-bas. J'ai grandi à Toronto, en fait. Puis là, j'ai déménagé à Montréal pour travailler dans le domaine de jeu. Mais mon père, il vient d'une famille qui était très pauvre. C'est un enfant unique et tout. Mais lui, il a réussi de passer à travers l'université. Puis il est devenu un ingénieur. Donc pour lui, c'était super important que son fils il a toutes les opportunités possibles, puis il voulait vraiment me guider dans ma carrière. Donc oui, j'ai tout pris des cours de maths, des sciences et tout, là, puis mon backup plan, c'était devenir un espèce de biologiste. Là. OK, quand même. Ce qui était quand même cool. J'étais très fort en bio, mais vraiment pas fort en chimie. Donc ça n'a pas marché, mais heureusement, l'art a fonctionné très bien. Puis une fois que j'ai eu ma première job, puis il a vu l'argent rentrer, il était convaincu, là, OK, là ça va aller, là, tu sais. Ouais. Et tu as un background sportif aussi? Oui, j'ai un background très sportif. J'ai commencé le gymnastique à l'âge de comme 7-8 ans. Puis à un moment donné, le club de gym où ce que je suis allé, où ce que je m'entraînais, était plus capable de m'aider parce que j'étais trop haut niveau. Puis là, tu étais dans ces années-là à Toronto? Oui, c'est ça. Ces années-là, j'étais à Toronto, en Ontario. Puis, on a changé de club, puis je suis devenu un gymnaste plus compétitif, dans le fond. Puis ça, j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 17 ans. Puis, à un moment donné, il fallait que je choisisse est-ce que je vais continuer avec le gymnastique compétitivement ou est-ce que je prends ça un petit peu plus relax. Je commençais à entraîner des gens plus et concentrer plus sur l'école. Donc, c'est ça que j'ai fait. Le gymnastique, c'est un sport qui est très, très, très dur sur le corps. Donc, j'avais besoin d'un break. avoir tellement de blessures aussi. Oui. Puis, vers la fin de ma carrière compétitive, j'avais quand même une blessure assez grave avec ma cheville. Puis, ça guérissait pas. Il fallait que je prenne du temps off, puis comme ça retarde l'entraînement. Puis, en tout cas, c'est très difficile de revenir après. Donc, j'ai décidé de commencer d'entraîner des gens à place. Mais j'ai participé dans le gym quand même aussi, mais plus côté récréatif moi-même pour garder toute la connaissance spatiale qui va avec. J'ai vraiment le goût d'être à l'envers. Ouais, c'est ça, t'aimes ça être à l'envers. Ouais, j'aime ça beaucoup d'être à l'envers. C'est soit en snowboard, trampoline, gymnastique, rollerblade. Ouais, c'est ça. J'aime ça d'être dans les airs et à l'envers. C'est le fun, là. Et est-ce que d'avoir toutes ces connaissances-là, comme tu disais, spatiales, tout ça, est-ce que ça t'aide dans ton travail? Ah, énormément. En fait, je pense que c'est ça qui m'a aidé d'évoluer aussi vite. Ah ouais? Parce que quand j'ai commencé dans le domaine de jeux vidéo, j'ai recommencé à zéro, tu sais, parce que j'avais jamais travaillé sur un jeu avant. Parce que tu sais, t'étais dans l'animation traditionnelle. Exactement. Donc là, ils m'ont considéré plus comme un junior parce que j'avais pas d'expérience en jeu, tu sais. Mais ils ont tout de suite vu que, OK, il est pas pareil comme des autres. Tu
sais, parce qu'au niveau de leadership, grâce à la fait que j'avais entraîné plein d'enfants, plein d'adultes avant, que j'avais ce côté-là de gérer du monde puis leader du monde. Puis, surtout au niveau de la connaissance, le biomécanique être humain, comment les êtres humains bougent. Ouais, c'est ça, vu que tu contrôles les personnages, comment ils bougent, toi, tu connais ça super bien. T'sais, donc, moi, j'ai une compréhension à un autre niveau par rapport à le mouvement être humain et animaux que peut-être des autres, ils en ont pas. Tu vois? Donc, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Tu sais, surtout quand tu gardes un athlète, puis il faut que tu te dises, ben, c'est où le problème dans la chaîne, là, tu sais? Est-ce que parce que les genoux sont pliés, ou est-ce que c'est parce qu'il pousse pas assez fort avec ses bras, tu sais? Il faut vraiment que tu reconnais ça, puis ça passe vite, un athlète, là, tu sais, un gymnaste, là, qui court, tu sais. Donc, ça m'a aidé beaucoup avec la détection d'erreurs dans les animations et tout. J'étais capable de pinpointer vraiment les trucs qui marchaient pas. Donc, ça m'a aidé vraiment beaucoup d'évoluer très vite. Ça m'a pris à peu près 5 ans, puis je suis devenu un directeur animation. Normalement, j'imagine que ça prend plus que ça avant de monter les échelons. Ouais, ça peut prendre vraiment comme plus de 10 ans ou plus, là. Ouais, moi, j'en connais pas d'autres que ça a pris aussi moins de temps, en fait. J'étais très chanceux. En fait, j'ai eu une opportunité par rapport à un jeu de snowboard qui ça m'a aidé beaucoup. J'ai présenté mon CV. En fait, je travaille déjà chez Ubisoft en temps. Puis j'ai vu Shaun White dans les corridors. Il passait, donc j'étais comme... C'est un snowboarder américain. C'est un snowboarder américain, comme meilleur dans le monde, là. C'est le gars avec les cheveux roux, frisés, là. Puis je l'ai vu passer dans le corridor. Puis honnêtement, c'est pas ça que je voulais être dans le domaine de jeux vidéo. J'ai joué Tony Hawk Pro Skater dans le temps, puis j'ai mis des heures là-dessus, là. C'est ça qui me convaincu de changer, en fait, de domaine un peu, de laisser... Parce qu'il y avait un aspect sportif aux jeux vidéo, c'est ça? Surtout, te rejoignais autant? Ouais, c'est ça. Parce que pour moi, c'était comme une simulation, dans le fond, tu sais. J'étais comme... Tu sais, j'ai rêvé de faire les mêmes moves moi-même, mais tu sais, comme... J'ai vivé à travers l'avatar sur l'écran qui faisait les moves là, comme super cool, puis tu sais... les athlètes plus qui font des sports alternatifs voient le monde un petit peu plus différent que des autres. Là. C'est comme... Parce que c'est des sports plus extrêmes. C'est ça. Puis, mettons, on voit des marches, pas comme des marches pour marcher. Là. C'est un obstacle. Tu sautes. Tu pars en bas, ou comme la rampe. Comment là, tu vas glisser tu glisser sur la rampe, là, c'est pas pour tenir avec ta main, tu sais. Donc, le jeu Tony Hawk, il a vraiment ouvert ça au monde, puis c'était super fun. Donc, j'étais comme, bon, ben, c'est ça qu'il faut que je fasse avec ma carrière. Tu sais, il y a vraiment un lien, puis ça, c'est ça les types de jeux que je veux faire. Puis le fait que je peux contrôler le bonhomme, oui, c'est vivant, mais là, moi, je peux le contrôler aussi. Tu sais, c'était vraiment hot. Donc t'as donné ton CV. C'est ça, quand j'ai vu Shaun White passer, j'étais comme, oh my god, on va faire un jeu de snow chez Ubisoft, tu sais. Donc, je m'ai modélisé en 3D. Donc, j'ai recréé moi-même, en fait, en 3D avec mon kit de snowboard. Tu sais, j'ai mis une petite animation au-dessus. Puis, j'ai envoyé ça, une petite animation, plus mon CV de snowboard, d'entraîneur de snowboard et tout ça. Toutes des années d'expérience que j'avais avec le snowboard, des compétitions, quoi que ce soit. Je l'ai envoyé à la tête du studio dans le temps. Puis j'ai dit, écoute, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Puis en fait, il cherchait un directeur animation. J'ai pas postulé pour le poste de directeur animation. Donc, être au bon endroit au bon moment, c'est vraiment ça. C'était littéralement au bon moment. À bonne place au bon moment. C'était comme les étoiles sont tous alignées, là. C'était vraiment l'opportunité, là. Ouais. Donc, après 5 ans, c'était comme j'ai réalisé ma rêve, en fait, de carrière totale. Donc, tu sais, ça me donne la chair de poule un peu, là, parce que c'était juste de penser comme l'opportunité, comment que c'était incroyable d'un coup. Donc, ouais, je fais du snowboard avec Shaun White. Tu sais, j'ai rencontré plein de gens super cool. Ça se plug bien, puis... ça, je fais du snowboard avec lui. T'sais. Ouais, non, c'était super hot, là. C'est quelqu'un qui était très cool. C'est très facile d'approche. J'ai appris plein d'affaires. J'ai appris comment parler avec les journalistes et tout. Je faisais des tours de presse. J'ai rencontré plein de gens. Jimmy Fallon, Conan O'Brien. Grâce à tout ça, tu vois. Ouais. Ben, je trouve que là, ça nous introduit bien vers le thème du surréel parce que
de la manière que tu m'en parles, tu as vraiment vécu des expériences surréelles, puis il y a aussi l'aspect avec les jeux vidéo aussi, l'idée de créer un monde qui est super intéressant. Donc, pour en parler, je me demandais d'abord, toi, ça serait quoi ta définition du surréel, là, si on se penche au thème de ce mois-ci de Creative Mornings, là? C'est vraiment d'être capable de sortir de ta réalité, puis de rentrer au complet dans une autre réalité. Donc, ton esprit habite ailleurs. Toutes tes pensées, c'est vraiment dans le monde. T'es full immersion dans un autre monde, un autre univers. Pour moi, c'est ça que ça représente. Puis le domaine de jeux vidéo, si on fait notre job comme faut, notre travail comme faut, ben c'est réussi. Tu sais, les gens, ils oublient qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Puis ça devient le vrai monde. Tu sais, mettons, t'es vraiment immergé. Là. Tu sais, J'ai pas eu la même expérience quand j'ai travaillé sur les émissions de télé, tu vois, hein, parce que t'es pas en train de contrôler quelque chose. La même chose, tu sais, dans un film, là, si le film est vraiment bon, oui, c'est très immersif, mais le jeu vidéo, c'est vraiment un autre niveau, tu vois. C'est ça, c'est l'idée de créer un monde de A à Z. Puis tantôt, tu parlais d'aller dans les détails. Ah, qu'est-ce qui fait que la façon qu'il bouge, il y a quelque chose qui fonctionne pas? Comment faire pour que tout ça soit cohérent ensemble, autant l'univers que les personnages, que les détails, que l'histoire aussi, que les défis que les joueurs doivent réaliser? Ben, je te parlais tantôt de la collaboration en plusieurs départements. Puis il faut vraiment qu'ils s'alignent très bien. En fait, moi, je travaille très proche avec le directeur artistique, tu sais, parce que c'est lui ou elle, dans le fond, qui vont créer le personnage que moi, je vais faire bouger, tu sais, où les animateurs vont bouger. Donc, tu sais, les proportions d'un personnage, faut que ça soit croyable. La façon qu'il bouge, faut que ça soit croyable. Faut que les couleurs soient attirantes. Tu sais, c'est comme s'il parle, faut que la voix fit avec le personnage. Puis il faut que le visage anime comme faut, tu vois. Donc, c'est vraiment tout un art par rapport à ce qu'on appelle le langage visuel. Puis le langage visuel, par rapport à chaque projet, c'est jamais le même, mais on a des règles ou des outils de base qu'on essaie de respecter. Puis, dans le fond, le marketing, la photographie, les jeux vidéo, tout le côté artistique, là, on tombe tous dans dans la même chose, en fait. Puis c'est comment vraiment prendre le focus de quelqu'un puis le mettre où ce que tu veux, à la bonne place, pour t'immerser dans ce que tu es en train de regarder, écouter ou jouer. Guider le joueur. Guider, tout à fait. D'une façon subtile, là, sans mettre, mettons, un sous-titre, faut que tu ailles là, faut vraiment que tu le guides vers les... Ça, il doit y avoir beaucoup de création là-dedans, dans les... comment tu vas guider, puis les détails, puis que ça soit intuitif aussi. Exactement. Parce que quand tu joues à un jeu, si tu veux vraiment que ça soit immersif, ben tu peux pas nécessairement avoir plein de textes sur l'écran ou des icônes qui vraiment Parce que ça fait décrocher. Ben, c'est comme de mettre une couche de vitre entre le joueur puis qu'est-ce qu'ils sont en train de contrôler dans le fond. Donc, c'est vraiment, ça va contre l'immersion un peu. C'est nécessaire de le mettre parce que, tu sais, mettons, combien de vies qui te restent, là, tu sais, il faut vraiment que ça soit vraiment flagrant, tu sais. Mais il y en a des jeux qui ont réussi sans avoir besoin de mettre ce qu'on appelle du heads-up display. Tu sais, des fois, des jeux, c'est une option, tu peux le fermer au complet. Okay. Donc, tu vas par feeling au complet. Donc, tout ce qui est autour du UX, l'expérience d'utilisateur et tout, là, c'est comme full dans le jeu vidéo. On parle beaucoup des signs and feedback. C'est quoi? Encore un autre terme en anglais, excuse. Mais le signs and feedback, c'est vraiment les consignes. Tu sais, c'est comme on montre aux joueurs s'ils ont fait un bon coup, un mauvais coup, ou s'il faut aller à gauche ou à droite. Tu sais, ça dépend. C'est quoi l'information qu'on livre, en fait. Puis ça peut être autant sur le personnage que dans l'environnement. Donc, c'est vraiment toutes les équipes qui participent. Pour montrer aux joueurs, guider le joueur dans le fond. Puis, que toutes ces couches-là aussi fonctionnent entre elles, que ça soit naturel, qu'il n'y ait rien qui a l'air de pas fitter avec le reste. C'est vraiment un travail très collaboratif. Ouais, c'est ça. Oui. Et pourquoi, selon toi, justement, ces univers-là qui sont très immersifs, pourquoi ça amène peut-être la création plus loin pour toi ou... Ça me donne des options, en fait. Tu sais, si moi j'ai pensé à une autre réalité, puis peut-être il y a quelqu'un d'autre qui pensait la même affaire,
Et moi, je peux réaliser ça, puis je peux les laisser jouer dedans. Tu vois? Donc, c'est pas ça. Pour moi, c'est aussi créatif, là. C'est tellement mieux que pour moi que le dessin d'une pub. Tu sais, c'est comme Honey Nut Cheerios, ben l'abeille, c'est l'abeille, puis il faut que tu dessines l'abeille 200 fois dans la même manière, puis il faut que ça ressemble à l'abeille dans tous les dessins. Tu sais, mais tu peux rien faire avec après. Tu peux juste garder. Donc, le côté créatif, pour moi, un jeu vidéo, c'est vraiment d'être capable de participer dans un monde puis d'avoir une influence sur ce qui se passe. T'sais, peut-être ça change l'histoire, peut-être pas. Ça demande si c'est un monde ouvert ou pas, si c'est un jeu, ce on disait plus linéaire, qui est guidé plus par un narratif, mais quand j'ai du choix, quand je peux changer la perception de mon personnage dans le jeu par rapport à les AI ou même juste mettre un chapeau ou changer le couleur de mon t-shirt, je me sens créatif et comme inclus dans le monde. Donc, donc pas seulement de créer des jeux, je trouve ça en général c'est super créatif, mais si je peux donner des outils aux joueurs pour réaliser ce monde aussi, là, eux-mêmes, d'ajouter leurs petits détails à eux, là, c'est ça qui est super intéressant. Que le joueur lui-même soit créatif. Exactement. Pour créer leur propre contenu. Tu sais, c'est limité, là, tu sais. On donne des outils, en fait, pour réaliser quelques trucs. Ça change légèrement le jeu, probablement, mais c'est ça que je trouve le plus le fun quand je veux créer quelque chose dans un jeu. Tu sais, c'est comme vraiment de réaliser quelque chose, peut-être que quelqu'un n'a jamais vu, mais je sais qu'ils ont déjà pensé. Puis là, il peut jouer avec. Mm-hmm. Est-ce que c'est l'avenir du divertissement, selon toi, des contenus immersifs comme ceux que vous créez dans ta boîte? Surtout les jeux monde ouvert, comme Red Dead Redemption 2 ou un autre jeu. En fait, les jeux de Rockstar sont rendus pas mal comme ça. GTA aussi, même si c'est beaucoup plus violent, puis c'est basé plus sur les armes à feu, mais il y a des jeux comme Far Cry, c'est le monde ouvert. Assassin's Creed. Ça veut dire quoi, un monde ouvert? Un monde ouvert, ça veut dire que t'as comme, mettons, un pays au complet. Puis tu te promener comme tu veux, où ce que tu veux. C'est juste ça. L'univers est vaste. L'univers est vaste. Le monde est vaste. Tu vois peut-être pas tout l'univers au complet. Tu sais que c'est comme à travers plusieurs jeux que tu commences à connaître l'univers de plus en plus. Mais le monde, c'est vraiment vaste. C'est immense. Tu peux marcher d'un bout à l'autre. Tu rencontres plein de gens. Ils te demandent de les aider. Va chercher ma soeur ou mon fils. Il est tombé à quelque part. Peux-tu m'aider? J'ai besoin d'argent ou va me voler quelques trucs. Et ça a un impact, en fait, sur le jeu. Si tu fais ces side quests-là, ces amènements-là, si tu participes... Des quêtes secondaires. C'est ça. Cet personnage-là, peut-être il va t'aider plus tard quand toi, tu as besoin d'aide. Il va être présent. C'est tellement... Il y a tellement d'éléments, c'est ça, à gérer. Comme tu dis, le travail d'équipe est essentiel. Quand tu... Excuse. Pas de problème. Est-ce que tu dois jouer à beaucoup de jeux vidéo? Est-ce que tu dois avoir connaissance de, justement, tout ce qui existe sur le marché, tous ces univers-là sur le marché pour en créer des nouveaux de ton côté? Jusqu'à un certain point. Oui, il faut que je joue. Je joue vraiment beaucoup de jeux. Est-ce que je vais finir les jeux? Fort probable que non. Là, si ça prend 40 heures, un jeu... C'est ça. Puis j'ai 2 enfants, 2 jeunes enfants, donc, tu sais, j'ai d'autres responsabilités dans la vie que jouer. Puis il faut dire que d'un jeu à l'autre, ça ressemble vraiment beaucoup. Ouais? Peu importe la compagnie, on utilise quand même les mêmes devices, les mêmes techniques, c'est les mêmes concepts même. C'est juste pas tous les mêmes concepts, dans le même ordre. On priorise un concept versus un autre, parce qu'un jeu, c'est pas la même affaire, mais ça reste que c'est très semblable, en fait. Donc, si on y va par genre, il y a des genres de jeux où c'est plus ce qu'on appelle un shooter, c'est plein d'armes à feu, où il y a des genres de jeux, c'est plus narratif, où il y a une histoire, ou le monde ouvert, ça c'est un autre genre de jeu, où tu peux te promener n'importe où, c'est vraiment open, Ouais.
Est-ce que tu es très critique quand tu joues à d'autres jeux? Oh, tout à fait. Ouais. Tellement critique, en fait, ma blonde arrive de moi parce que je deviens tellement frustré qu'il faut vraiment que je pose la manette. Parce que quand tu es développeur, puis tu vois les choix que les autres ils ont pris, qui te frustrent, c'est comme, des fois, c'est comme tellement flagrant. Je me demande comment ils ont pas vu. Mais là, vu que je comprends la réalité de développement d'un jeu vidéo, peut-être ben il n'y avait pas le temps de le finir ou tu sais c'est pas tout le monde qui a la même expérience là. Donc mais non, je finis rarement des jeux en fait. Le dernier que j'ai fini, c'était le dernier Tomb Raider qui est sorti d'ici de Studio Eidos ici à Montréal que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais ça c'est Tomb Raider, c'est mon genre de jeu. Donc j'accroche. Je suis full immersé dans ce jeu-là. Donc c'est rare que je vais poser la manette pour un jeu comme ça en fait. Mm-hmm. Mais des jeux, c'est pas vraiment mon genre. Mettons, des shooters, là, ça me tente pas de courir partout, jouer un jeu multijoueur avec des armes à feu. Est-ce que tu serais capable de créer des jeux dans ce style-là ou ça t'intéresserait moins? Ben, en fait, ma job, en termes de directeur animation, il faut absolument que je sois... Faut que tu fasses de tout. Ben, il faut que je sois capable de pas juste travailler sur les jeux que j'aime. C'est sûr que j'aimerais juste faire des jeux de snowboard. Ça, c'est sûr et certain. Ou des jeux d'action-aventure. Mais la réalité, c'est qu'il y a tellement de projets qui ont besoin de quelqu'un qui a de l'expérience en animation, qui est capable de comprendre le game design, puis vraiment amener une expérience, peu importe le contenu, peu importe le sujet, que c'est quand même... Ça me garde motivé, en fait. J'ai travaillé sur plusieurs jeux avec des armes à feu. Puis, tu deviens out of your comfort zone, mais ça fait partie de le challenge. C'est vraiment le fun. Est-ce que je veux faire ça pour le reste de ma carrière? C'est sûr que non. Tu te spécialiseras pas là-dedans. Non, c'est ça. Mais quand même, j'ai une certaine expertise. Donc, si j'ai besoin de trouver un autre job, ben là, j'ai ça sur mon CV que j'ai déjà livré plein de genres de jeux. Ouais. Quand je me penchais sur le thème du surréalisme, la démarche des artistes surréalistes quand ce mouvement-là a été créé, c'était beaucoup dans l'automatisme, de créer sans barrière, de vraiment tout sortir ce qu'il y a dans notre tête, tout ça. Je me demandais, est-ce que ça fait partie de ta démarche artistique des fois de « OK, j'ai pas de filtre, je lance toutes mes idées, soit en équipe, soit seule. Mm-hmm. En fait, ce qui est tough dans le domaine de jeux vidéo, c'est que nos dates de livraison viennent très vite. Puis c'est sûr qu'il y a certains éléments, on va aller chercher, mettons la référence. Ça, c'est un bon sujet, en fait, pour parler de ça. C'est comment tu ailles chercher les références et pas copier quelque chose qui existe déjà. Comment... S'inspirer sans copier. Exactement. Comment s'inspirer. Donc, je vais mettre beaucoup d'efforts d'essayer de comprendre pourquoi ils ont utilisé cet outil-là. C'était quoi exactement ils ont essayé de prouver? Pourquoi ils ont choisi cette couleur-là spécifiquement, mettons. Et là, si je suis capable de comprendre la théorie derrière comment ils ont pris les décisions, c'est plus ça que j'applique par après. Mais quand on crée des jeux, faut vraiment que ça fonctionne le plus tôt possible. Donc, souvent... Donc, t'es pas là dans ton nuage à penser à plein d'affaires qui se peuvent pas. Pas de suite, non. T'es dans le concret quand même rapidement. C'est ça. Faut que ça bouge. J'ai comme grosso modo une idée de la vitesse que je veux. Donc, je vais plus avec ça. Par après, c'est des signs and feedback. C'est quoi les consignes qu'il faut que je donne aux joueurs? Quand le personnage est blessé, ben est-ce qu'elle va marcher différemment? Donc là, je mets des détails là-dedans. Ça, c'est le plus important qu'on supporte le concept le plus vite possible. C'est vraiment ce qu'on dit functionality first. Puis par après, là, on commence à ajouter plus la réalisation par-dessus. Mais ce qui est vraiment difficile, en fait, en jeu vidéo, c'est de considérer la réalisation en même temps que tu travailles sur la fonctionnalité. Puis typiquement, les studios de jeu, ils s'en foutent vraiment de la réalisation. C'est quoi la réalisation dans un jeu vidéo? C'est la façon que les images sont présentées? Ça inclut tout ce qui est visuel, en fait. Okay. Le traitement visuel qu'on dit par-dessous la fonctionnalité, en fait. Donc, fonctionnalité qui est plus la quête? Ben, mettons, je prends un personnage. Ben, un personnage peut être une boîte qui n'y a pas de jambe. Mais quand je pèse par en avant sur la manette, sur le bâton, sur la manette, ben là, le bonhomme, il bouge. Tu vois?
Mais à un moment donné, cette boîte-là, ça va devenir un bipède, là, qui va avoir 2 jambes, 2 bras, une tête, puis il va se promener comme un être humain. Mais c'est pas le fait que c'est un être humain, c'est pas ce qui est important au début. C'est qu'il faut que l'objet que tu vas contrôler, ça bouge. Donc, c'est vraiment spécial comme procès. C'est de garder dans ta tête l'avenir, là, comment ça va bouger, mais faut que tu mettes l'énergie dans une boîte qu'il n'y a pas d'autres des membres que tu vas animer à un moment donné. Là. OK. Ouais. Donc, c'est vraiment c'est spécial. Ça, c'est la plus grosse différence que j'ai. Ben, moi, j'ai eu beaucoup de misère avec ça au début, là, quand j'ai fait le switch entre l'animation traditionnelle et les jeux vidéo. En fait, c'était pas limitant, mais c'était une autre façon de penser. Tu sais, en animation traditionnelle, tu as toujours une feuille qui toutes les postures de le personnage, comment le personnage, ça ressemble à quoi, puis tu vas avec ça. Mais en jeu, comme je te dis tantôt, ça évolue vraiment beaucoup, donc faut que tu sois capable d'ajuster à fur et à mesure. Donc, faut que tu aies l'esprit ouvert. Faut jamais penser que la première idée que tu as, ça va rester. Donc, t'essaies juste c'est ça. Faut pas que tu te tiques sur ta première idée. Exactement. Ça évolue. Exactement. Il faut avoir énormément d'imagination pour justement avoir cette vision-là à long terme. C'est ça. Même si on n'est pas rendu là encore. C'est sûr que qui me guide beaucoup, c'est quoi qu'est-ce que je pense va être la fantaisie du joueur. Tu sais, mettons, je mets un jetpack sur le bonhomme, mais c'est quoi la référence que les joueurs vont avoir déjà vu ou joué? Ben, tu sais, mettons, Iron Man, il vole partout, puis ça a l'air bien le fun, puis j'imagine qu'il y a plein de monde qui veut voler pareil comme Iron Man. Tu sais, donc, quand je considère qu'est-ce que je vais mettre dans le jeu, ben, j'utilise ça comme référence, parce que j'ai demandé la question, qu'est-ce que les joueurs aimeraient jouer avec, tu sais, dans le fond. Puis tout ce que tu peux imaginer, chaque fois qu'on va faire une animation, ça serait quoi, la fantaisie du joueur. C'est ça, c'est vraiment des fantasmes que tu peux réaliser. Qu'est-ce que c'est quoi les trucs qui peuvent être le plus fun possible, le plus immersif dans le fond. Ouais. Pour moi, ça fait partie de le côté focus. Tu sais, si ils ont déjà vu ça, ou tu sais, il y a comme une relation entre le joueur puis le contenu qu'ils sont en train de digérer, là, ben j'ai fait ma job comme faut, parce que le focus, ça arrive instantanément. Il accepte en fait qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il joue avec. Ouais. Mais ça prend pas beaucoup pour qu'il se décroche, par exemple. Si il y a quelque chose qui fit pas, les proportions de quelque chose marchent pas, la voix est pas bonne, il y a un bug, les yeux sortent de la tête du bonhomme, on voit ça arrive des fois. Tu sais, c'est comme tu décroches instantanément, et là, par après, il faut que tu ramènes le joueur. Puis ça, c'est pas toujours évident. Ouais, une fois qu'il est décroché. Une fois qu'il est décroché, c'est ça. Donc, comme un artiste surréaliste, ben oui, c'est comme l'esprit full ouvert, puis on essaie plein d'affaires tant qu'on trouve vraiment la meilleure chose pour le produit, dans le fond. Mais il y a le côté technique qui te guide beaucoup aussi. Ça inclut énormément de limitations, dans le fond, qu'il faut qu'on respecte. Puis ça vient avec l'expérience. T'apprennes comment trouver des bonnes solutions pour travailler autour de ces choses-là. Ouais. Comment tu l'as, le feedback du joueur, justement, savoir s'il va décrocher ou non? Ben, on fait ce qu'on appelle des playtests. Puis, on a... Donc, des gens qui sont payés pour le tester? C'est ça. Ben, les gens qui sont payés pour tester, qui ont aucune relation avec le jeu. C'est comme des yeux fraîches. OK. Ils n'ont pas entendu parler du jeu. Ils ne savent pas c'est quoi. Puis, tu sais, comme ça peut être quelqu'un dans un autre département chez Reflector, même, qui n'a jamais joué notre jeu. Puis on met de la manette dans leurs mains, puis on dit rien. Tu sais? Puis là, ils nous donnent le feedback. Tu sais? Puis on commence à voir où est-ce qu'ils se perdent dans le jeu, où est-ce qu'ils trouvent le bon chemin, tu sais, tout facilement. Où est-ce qu'ils se décrochent, s'ils commencent à être plus intéressés, etc. Tu vois beaucoup sur leur visage. Puis par après, ben là, on prend des notes, on a des discussions. Quelque chose qu'on a fait chez Ubisoft, en fait, pendant toute la production de Rainbow Six Siege, ils ont amené des YouTubers, puis ce qu'ils appelaient des influencers, chez Ubisoft, pour venir jouer le jeu,
live devant l'équipe de production. Puis c'était surtout les joueurs comme genre professionnels, tu sais, qui c'est ce qu'ils font pour leur vie. Ils font du streaming. Ouais, c'est ça, des joueurs, des YouTubers qui font que ça, là, jouer à des jeux vidéo, puis les critiquer, puis tout ça, là. C'est ça, ils viennent critiquer, puis c'était sans filtre. Mais ça marchait tellement bien. Mais le jeu était fini à ce moment-là. Quand même, non. C'était pas encore prêt de sortir, tu sais. C'était comme une phase de bêta qu'on l'appelle. C'était vraiment à la fin. Puis, tu sais, on a amené ces gens-là quand même pendant tout le procès. Donc, juste après la conception, ils étaient invités. Puis c'était une idée du marketing, tu sais, de les amener. Puis, il était comme genre une dizaine de personnes. Puis, en fait, c'était ça la communauté. Puis ils ont bâti la communauté à ce point-là. Puis vu que la communauté, ils ont participé dans le développement du jeu, ils ont accroché très vite. Puis, tu sais, des sites web comme Reddit, tu sais, ça peut tomber dans le négatif très vite, malheureusement. Mais pour Rainbow Six, c'était comme pas mal que de positif. Puis, tu sais, ils ont venu beaucoup à notre défense, en fait, parce qu'ils faisaient partie de le process. Tu sais, ils comprenaient un peu pourquoi on a fait des trucs, mais on a pris leur feedback, puis on a changé les trucs dans le jeu pour fitter avec ce qu'ils voulaient, tu sais. Puis c'était comme la voix de la communauté à travers ces 10 personnes-là. Puis au bout de la ligne, ça marchait juste tellement bien qu'à chaque fois qu'on sortit, mettons, un patch pour corriger des choses ou du nouveau contenu, ils avaient participé. Puis on est devenu très connus pour ça. Chez Ubi, ça a vraiment changé beaucoup le jeu en tant que tel. Là, comment tu développes avec la communauté incluse. Puis là, on commence à voir ça dans toutes sortes de médias à Star. On parle tout le temps de communauté, dans le fond. C'est ça, c'est vraiment une relation que vous créez entre le jeu et la personne qui joue. Exactement. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Parce que pendant longtemps, c'était pas par rapport à les joueurs, vraiment. C'était par rapport à des chiffres. Comment on va aller chercher... Il y avait plus de joueurs cibles, en fait. C'était comme d'essayer de joindre autant de monde possible pour vendre autant de copies possible. Mais là, ça a vraiment beaucoup changé. On a tombé plus niche. On sait c'est quoi notre marché cible quand on commence le jeu, typiquement. Le marketing, il vient avec cette information-là. Puis là, on essaie d'aller chercher la communauté, essaie de comprendre la communauté, puis on met les détails dans le jeu qui répondent à leurs besoins, dans le fond. Puis ça fait que la base de joueurs que tu développes devient très, très, très solide. Donc le jeu va durer plus longtemps qu'avant. Ils deviennent des ambassadeurs, en quelque sorte? Oui, ils deviennent des ambassadeurs, en quelque sorte, oui. Oui, tout à fait. Surtout comme un jeu comme Rainbow Six Siege, c'est ça qui s'est passé. Ouais, puis il y a d'autres compagnies qui ont essayé de copier la formule par après. Il y en a d'autres que ça n'a pas fonctionné. Ça a l'air de te faire plaisir. Fait plaisir, non, mais c'était comme genre... même si je travaille plus chez Ubisoft, tu sais, pour moi, c'était comme juste la bonne réponse. C'était la chose à faire. Puis même à Star, je vois, tu sais, comme, mettons, je suis un gros fan de Hot Wheels. En fait, les diecast, les petites autos diecast, tu sais. Puis là, je vois vraiment comme leur site web est vraiment pas bonne, puis la façon que il réagit par rapport à des collectionneurs, c'est pas bonne, c'est très mal organisé leur affaire. Puis quand tu essaies d'envoyer du feedback, c'est comme tu sais jamais s'ils l'ont reçu, tu sais. Donc je commence à comparer toutes les autres expériences que moi j'ai avec des compagnies, tu sais, qui ont des communautés par rapport à ce que l'équipe de Rainbow Six Siege ont fait. Puis non, ça me fait pas plaisir que les autres ils ont pas catché encore, mais ça me fait plaisir que c'est comme ça commence à être plus une service là dans le fond. Là, ils savent que tu vas mettre 80$ sur un jeu, puis tout le monde veut du bon contenu en fait pour cet argent-là. Donc là, ils commencent à demander des questions plus avant de sortir le jeu. Puis au lieu de juste sortir le jeu puis croiser des doigts, tu sais. Ouais. Fait que par rapport au terme du surréel, je me rends compte à quel point créer des univers au-delà du réel, ça se fait pas en claquant des doigts. Non, du tout. C'est complexe, il y a beaucoup de travail derrière ça. Qu'est-ce qui t'allume le plus dans tout ça? C'est quoi l'affaire qui te fait dire là, j'aime ça, là, c'est mon métier, puis... Surtout encore de voir un personnage bouger. Encore, ça m'allume. Tu t'es pas lassé de ça?
du tout. C'est vraiment, ça reste encore pourquoi je fais l'animation, pourquoi je suis encore passionné par l'animation. C'est de prendre quelque chose statique, puis de mettre une personnalité. Lui donner vie. Donner vie, dans le fond. Je trouve ça super cool. Puis surtout d'être capable de sortir des émotions des joueurs par après, tu sais, avec ces animations-là, ça c'est super le fun. Mais c'est surtout le côté d'être capable de le faire bouger. Tu sais, ça c'est ça qui me garde encore allumé. Tu sais, quand tu passes comme une semaine sur un système d'animation, puis la collaboration entre le game design, puis la programmation, puis là, tu sais, finalement, ça marche, puis tu sais, ton bonhomme, il saute, là. C'est juste comme, c'est le meilleur feeling ever, là. T'as réussi, là. C'est ça, t'as réussi, puis c'est comme, tu pèses un... T'as donné naissance. Ben, c'est ça, puis tu pèses un bouton, là. Tu pousses le bouton, puis le personnage fait quelque chose. Tu sais, c'est pas juste comme attendre puis regarder, tu sais, comme une histoire. C'est pas ça. C'est vraiment... C'est toi qui contrôle la marionnette, dans le fond. Mm-hmm. Ouais. C'est ça, t'es comme marionnettiste, dans le fond, pour appeler un ça peu, de même, ouais. quasiment. Ouais, un peu. Ouais. Pour terminer l'émission, je me demandais si il y avait, toujours en lien avec le thème du surréel, s'il y avait des jeux pour toi qui présentaient des univers vraiment là qui pour toi c'est le mieux réussi ou parmi peut-être les jeux sur lesquels tu as travaillé ou pas? Ben, il y en a plein de jeux, en fait, que ça représente des mondes très surréels. En fait, ça peut tomber dans le côté positif et négatif aussi, tu sais. Les jeux comme des jeux de Naughty Dog, en fait, The Last of Us, Uncharted, des jeux comme ça, c'est très, très, très immersif grâce à la narrative, en fait. Oui, le jeu est fun à jouer, c'est vraiment bien fait, mais c'est vraiment la narrative qui te fait accrocher, puis ça sort des émotions des joueurs, puis c'est vraiment immersif. Mais il y a des jeux aussi comme, mettons, des World of Warcraft ou des jeux d'e-sport, des shooters dans le fond, que ça peut être aussi surréel. T'es vraiment dans ce monde-là, puis t'as la misère, en fait, quand tu fermes ton console ou ton ordinateur, de vivre, en fait, dans le vrai monde. Ah ouais, hein? C'est vrai, quand tu joues beaucoup à des jeux comme ça, ouais, quand c'est à la première personne aussi, quand exactement. Toi, t'es shooter, mettons, ça doit être... C'est très immersif, on fait exprès, mais une fois que c'est le temps de décrocher de ça, ben, quand t'es plus jeune, souvent, t'as la misère, en fait, de sortir de ce monde-là. Donc, les frustrations que t'avais quand t'as joué le jeu, mais là, tu sors... sont encore là, puis tu les sors dans la vraie vie, là. Tu joues plus le jeu, mais tu sors tes frustrations. Puis, c'est pas la faute du jeu, en fait. C'est parce que c'est la personne qui... Comment on réagit face à ces situations-là. Mais ils sont tellement immersés dans le jeu ou dans le produit qu'ils ont vraiment de misère de voir la différence entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qu'il faut. C'est inquiétant, ça, des fois. On entend souvent parler des jeux vidéo dans les médias un peu sous cet angle-là, de ça rend les gens violents, etc. C'est souvent le discours qu'on entend par rapport aux jeux vidéo. Comme toute notre discussion, je pense qu'on peut voir qu'il y a des aspects très positifs aussi, mais c'est vrai que, surtout quand t'es jeune, quand t'es enfant ou adolescent, ça doit t'envahir beaucoup plus. T'as moins la notion de ce qui est vrai, ce qui l'est pas. Mais là, je parle beaucoup de donner le contrôle là, aux joueurs. Puis comment pour moi, ça fait partie de le fun de créer des jeux vidéo, c'est d'être capable de contrôler les marionnettes dans le fond. Mais quand tu joues des jeux en ligne, des jeux multijoueurs, ben c'est pas toi qui contrôle tout le monde. Tu sais, il y a d'autres joueurs dans le même monde que toi. Puis toi, t'as pas le contrôle par-dessus eux autres. Tu sais. Donc, des fois, c'est vraiment très difficile d'accepter cette fait-là. Donc, de réussir de virtuellement tuer la personne, ben là, ça donne comme un burst d'adrénaline parce qu'ils ont réussi de prendre soin de leurs problèmes virtuellement. T'sais. Mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment la faute des jeux vidéo? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a assez de variété. T'sais, c'est juste à quel point les parents devraient être plus présents puis contrôler le contenu. C'est l'encadrement autour du jeu. Moi, je trouve, c'est plus ça. Puis, il y a des trucs qui existent déjà pour essayer d'empêcher du monde trop jeune de jouer ces jeux-là.
Donc, il y a un organisme qui s'appelle le ESRB qui donne des ratings aux jeux, dans le fond. Donc, soit que c'est E pour tout le monde, ou M pour mature, ou T pour teen. Puis, quand tu développes un jeu, ben là, tu as plein de contraintes par rapport à ça. Il y en a d'autres. Dans quelle catégorie ton jeu se situe? Exactement, tu sais. Puis là, on vise, en fait, parce qu'il faut que tu mettes ton produit, puis il va te donner le rating. Mais tu as déjà une espèce de liste de choses qu'il faut pas faire pour fitter dans cette catégorie-là, dans le fond. Puis il faut que tu les respectes. Donc, il y a le ESRB. Mettons, les premières parties, que c'est Microsoft ou Sony, dans le fond. Eux autres, ils ont une liste à eux aussi. Donc là, ça fait déjà 2 couches de soumission. Il faut que tu fasses avant qu'ils vont sortir ton jeu, puis ils vont te dire... les contraintes à respecter. Exact, les contraintes à respecter, tu sais. Mettons, le jeu, l'image flash trop. Ben, faut qu'on fasse attention à les gens qui ont l'épilepsie, tu sais. Donc, ils testent toutes ces affaires comme ça pour nous aussi. Puis, il faut que ça passe avant qu'ils vont sortir le jeu. Puis, si ça passe pas, ben là, faut qu'on corrige, puis là, on soumette. Mais il y a aussi, au niveau des pays dans le monde, c'est pas toutes les mêmes contraintes qu'on a. T'sais, en Allemagne, c'est, mettons, le sang peut pas être rouge. Ah ouais? Exemple. T'sais. Donc, par défaut, typiquement dans les jeux, le sang est pas rouge. On change de couleur. Des fois, ça dépend si on peut sortir un autre disque dans l'autre pays. Pour comme la version allemande, ben là, le sang sur cette version-là est mauve. À place, puis en Amérique du Nord, ben ça va être rouge. Mais si la compagnie n'a pas assez d'argent, ben là, il va avec le sang va être mauve. En Australie, tu peux pas avoir des jeux trop violents. Si c'est mal vu, c'est trop violent, ben là, le jeu, il arrive même pas... Interdit complètement. Interdit complètement. Ouais. Ça arrive même pas dans le pays. Il faut que tu trouves une façon de l'importer, puis ça, c'est dangereux. T'sais. C'est tellement de contraintes, c'est fou. Tu parlais de budget, de temps, puis là, ça en plus, c'est quand même... quand même quelque chose. Oui, c'est vraiment quelque chose. Donc, tu sais, on fait ce qu'on peut pour essayer de... Ça peut pas être parfait. Non, puis encore une fois, il y a tellement de variétés, mais qu'est-ce que tu veux? Quand tous les jeunes jouent à un jeu, tu sais, puis ils s'accrochent au jeu, puis ils ont du fun, puis là, tu sais, t'es pas cool si tu joues pas le même jeu, mais tu veux être dans le même monde virtuel avec tes chums, tu sais. Ça crée des bons dynamiques sociales quand même, mais virtuelles. Mais... Ben avec Fortnite aussi, on le voit un peu ça, c'est tellement rendu une communauté, puis il y a tellement de jeunes qui jouent à ça, puis c'est même dans la culture populaire, c'est repris, tout ça, donc c'est vraiment c'est vrai que fun. ça y a un sentiment de communauté relié à des jeux comme ça. Tout à fait. Puis le jeu évolue énormément, comme très, très, très vite. C'est un jeu de service, en fait. Tu sais, les joueurs vont demander pour quelque chose, puis là, ils vont essayer avec du nouveau contenu, puis ils l'achètent. Donc, ils font vraiment beaucoup d'argent avec ça, en fait. Le jeu est vraiment, vraiment le fun. Tu sais, j'en ai joué. Mais je vois comment ça peut devenir très accro. Les joueurs peuvent devenir accros à ça. Surtout les joueurs plus jeunes, en fait. Ouais. Tu sais. Mais encore une fois, quand le but, c'est vraiment de tuer le plus de monde possible, ben peut-être le jeu, c'est pas pour le monde plus jeune. Les enfants, Les enfants, mettons. Parce que là, les frustrations, ça sort, puis on sait pas comment une fusillade dans la vraie vie, ça peut causer d'autres problèmes. Aux États-Unis, ils ont fait, ça s'appelle du swatting. Mettons un joueur qui jouait un shooter, qui était hyper frustré parce que là, il meurt à cause d'un autre joueur. Mais là, aucune idée comment, mais il trouve l'adresse de la personne, il appelle la police, puis il dit, telle personne, il y a une bombe dans sa maison, puis il y a des otages. Puis, l'équipe de SWAT arrive chez, cette personne-là, puis c'est comme une grosse drame, il pointe des vrais guns à la personne, puis c'est comme, il suit le protocole, parce qu'ils ont eu un appel. Oui, j'ai entendu parler de ça. Dans le fond, c'est vraiment pour nuire à ce joueur-là. Si tu veux l'empêcher de jouer, tu vas faire croire qu'il y a une bombe chez eux. C'est ça. Donc, les frustrations... Ben oui, comme des frustrations qui viennent de quelque chose virtuel, ben là, tu décroches pas, puis tu te dis, bon, ben dans la vraie vie, il va te faire chier. Tu me fais vraiment chier dans mon virtuel, ben dans ta vraie vie, je vais te faire chier. Fais plus ça. Ben, le réel et le surréel, c'est jamais vraiment loin, finalement. C'est ça. C'est très proche. On a beaucoup parlé de jeux de vidéo. Je me demandais, est-ce qu'il y a des livres, des films qui te font penser un peu au thème du surréel?
Les artistes? Surtout les films qui est devenu des univers immenses. Tu sais, on le voit partout, mais c'est tellement croyable que, tu sais, je me demande même si notre technologie, l'avancement de technologie, ça suit ces films-là. Tu sais, mettons Star Wars. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai regardé très jeune, puis que je suis encore un méga fan aujourd'hui. Pour moi, quand je regarde ces films-là, ça devient que j'accroche, là. Je suis vraiment full. Ça vieillit pas. Ça vieillit pas pour moi, tu sais. Donc ça, pour moi, ça c'est quand même une bonne référence, là. C'est croyable. Même les nouveaux? Ben, les nouveaux, ça a changé beaucoup, la recette, parce que, mettons, tu sais, avec la diversité et tout, on essaie de rendre ça le plus divers possible, donc incluant Disney, qui ont leur checklist de tous les affaires qu'il faut faire pour être diverses, tu sais. Malheureusement, c'est trop flagrant que c'est ça qu'ils ont choisi de faire. Le quota, tu le sens un peu, là. C'est ça, mais tu sais quoi, faut qu'on commence à quelque part. Ouais. Tu vois? Donc, d'avoir une femme qui est la capitaine d'un vaisseau, qui prend contrôle, puis tu vois vraiment ses décisions, c'était la bonne décision à prendre, même si le gars, tu sais, il était pas d'accord, puis il a tout essayé pour, tu sais, comme changer l'idée de tout le monde, mais, tu sais, mais au bout de la ligne, il a appris que, tu sais, c'était pas juste à toi, l'homme, de prendre des décisions, là, tu sais. Des affaires de même, je respecte beaucoup les derniers films au moins, ils ont essayé de commencer. Est-ce qu'ils ont pris les meilleurs choix côté histoire et tout? Là? Des fois, j'accroche. Mettons, exemple, d'ajouter un blague où ce que ça fit juste pas. Dans le Millennium Falcon, dans le dernier film, dans The Last Jedi, Chewbacca, il y a comme des espèces de mini-animaux qui s'appellent des porgs. Puis pour lui, quand il voit le porg, il voit un poulet cuit. OK? Puis là, à un moment donné, il freine super vite dans le Millennium Falcon, puis un porg frappe une fenêtre là, dans ta face, puis ça glisse. Mais c'est tellement comme... Tu sais, ça, c'est la même blague qu'on a déjà vu dans les cartoons depuis des années. Ouais, c'est ça fait très cartoon. Ça fait tellement cartoon. Gros, exagéré. C'est ça. Donc, c'est des moments qui me fait décrocher, là, tu sais. Mais tout de suite, je retombe dans le monde, puis je suis immersé, puis that's it. Un autre vraiment bon, c'est le dernier film de Spider-Man, Into the Spider-Verse. Pour moi, les critiques sont super bonnes pour ce film-là, je l'ai pas vu. Pour moi, le film est littéralement parfait. Ah ouais? Ah ouais, et comme aucun erreur. OK, il y en a un, pour moi, qui me fait décrocher un peu, qui est Nicolas Cage. Le gars, il est tellement un meme en soi que d'entendre sa voix, j'étais comme non, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, mais à un moment donné, il parle tellement comme très peu que tu l'oublies qu'il est là. Tu sais, tu vois le personnage, mais tu fais pas vraiment le lien la voix entre la voix. Il fait juste une voix? Il fait juste une voix, heureusement. OK, il faut quand même que tu le reconnaisses. C'est ça, puis il y a pas beaucoup de lignes aussi, donc tu sais. Mais tu sais, je l'ai vu en 3D même. Donc l'immersion pour moi c'était vraiment total, puis je décrochais presque jamais, mais tu sais j'étais là-dedans. Pour moi c'est surréel, puis tu sais après je me demande tu sais j'aimerais ça d'être capable de se balancer dans des buildings puis de devenir un super héros, tu sais ça réallume tu sais les mêmes feelings, les mêmes émotions. Comme quand on était jeune puis qu'on voulait être Spider-Man. C'est ça, tu fais du Spider-Man ou Batman, tu sais, des affaires de même. Avoir des pouvoirs, voler. C'est ça, donc tu te rentres dans cette monde-là, cet esprit-là. Donc ça devient très surréel, ouais. J'avais une petite suggestion. Okay. Je sais pas si tu aimes les arts visuels, mais j'ai commencé à suivre une artiste américaine qui s'appelle Dam Lam. OK. Elle est d'origine vietnamienne et elle réside au Texas. Puis, elle fait comme des sculptures qui ressemblent un peu à des microbes ou des bactéries ou des anémones. C'est très organique, c'est fait en espèce de plastique. Puis, ça me faisait vraiment penser au surréel parce que c'est toujours coulant, ses œuvres. Un peu comme les horloges fondues d'Ali, là, qui est un des artistes là, du mouvement surréaliste. Ça me faisait penser un peu à ça. Puis l'idée aussi de jouer entre quelque chose qui accroche l'œil parce que c'est des formes qu'on a déjà vues. Qu'on connaît déjà. Qu'on connaît, mais qui sont à la fois pas réelles, qui sont surréalistes. Là, je pense que c'est le bon mot pour décrire. Je trouve ça vraiment intéressant, ces œuvres. Puis aussi...
Un autre artiste que j'ai découvert récemment, c'est Robert Jan, qui est d'origine allemande. Fait que je sais pas si je prononce bien son nom, mais lui, ce qu'il fait, c'est des montages de photos. Puis ça nous plonge vraiment dans des univers qui existent pas, mais ça prend quand même quelques secondes de les regarder puis se dire, c'est-tu une vraie photo, ce l'est pas. Ça peut être, par exemple, une de ses dernières publications, c'était un zèbre devant des montagnes très colorées, ou ça peut être une jeune fille qui se balance au-dessus d'une chute. Donc, c'est vraiment des montages photos spectaculaires. Puis c'est le fun de regarder ça des fois dans son fil Instagram. C'est inspirant, ça nous fait voyager un peu. Donc. J'ai un autre pour toi. Oui? Il y a un artiste qui était un directeur artistique chez Ubisoft pendant un petit moment. Il s'appelle Liam Wong. OK. Puis il est devenu photographe. Je vais le noter. Un peu par hasard, en fait. Il a pris un voyage au Japon. Puis il a pris plein de photos de la ville. C'était pas une photographe avant. Puis, au Japon? Au Japon. Il a ramené... Il vient de l'Écosse, en fait. Puis il a ramené des photos. Puis il a commencé à les modifier. Il changeait les couleurs. Donc c'était vraiment une palette plus à la future. Mais ça donne vraiment un feeling de jeu vidéo, mais c'est réel. Donc c'est comme le Japon, toujours la nuit, qui a comme toute une atmosphère... que c'est vraiment très surréel. T'étais comme dans un autre monde, même si c'est le Japon qu'on connaît, mais juste de changer des couleurs, c'est comme un autre monde, complètement différent. Donc le monde trippé bien raide sur ses photos, puis quasiment overnight, il est devenu un méga succès, commandité par Canon et tout. Donc c'est facile à trouver, c'est Liam Wong. Je vais regarder ça. C'est surtout ces photos du Japon qui sont vraiment incroyables. Ben merci d'avoir pris le temps de me parler. Je trouve ça super intéressant, cette idée-là de construire des mondes parallèles puis de créer une relation vraiment avec ces mondes-là. Puis t'as l'air tellement passionné par ton métier. Je trouve ça inspirant aussi de voir quelqu'un comme toi qui tripe dans ce qu'il fait puis qui en parle avec autant d'intérêt. Puis vraiment, merci. Ben merci à toi pour l'opportunité. C'était ma découverte de Scott Mitchell. Cet épisode est signé Élise Madé, c'est moi, et la musique est de Lucas Perrault. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à faire un petit tour sur le madécouverte.ca et d'être à l'écoute pour les prochains épisodes. À bientôt!